Donc je me suis basée sur un sondage IFOP. C'est très terre à terre, c'est moins... on va retrouver aussi, je tiens à m'excuser, des situations, enfin des points communs avec Monique, c'est évident. Et donc je vais me baser sur un sondage IFOP qu'a mené la Ligue nationale contre le cancer en 2012 dans le cadre de l'Observatoire sociétal des cancers, qui est une mesure de l'INCa qui est déléguée à la Ligue nationale. Donc les mots qui reviennent sur ce sondage, sur des personnes proches d'une personne atteinte d'une maladie grave, voilà, c'est cancer, c'est soutien, c'est compassion, c'est des points négatifs, des points positifs aussi. Donc ensuite, là vous avez les taux de la perception du rôle de proche. Alors ça c'est sur un échantillon qui n'est pas forcément constitué que de proches, mais de personnes qui sont de notre société. Donc c'est accorder une écoute, voilà le rôle du proche à 98%. Et encore faut-il savoir la faire, cette écoute, parce que c'est pour ça que les psychologues sont là, parce que c'est pas évident, ça s'apprend, et même si on est affectivement très lié à la personne malade, savoir l'écouter, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Assurer une présence, ça aussi c'est un point essentiel. Apporter un soutien administratif, parce que quand on est malade, il y a tout qui s'enchaîne au niveau social. Les prêts ne sont pas forcément assurés, il y a des déclarations aux assurances à faire. Et on se trouve en situation très très délicate quand ce n'est pas fait à temps. Donc effectivement, un proche peut amener un soutien administratif. Ensuite, s'impliquer dans la vie quotidienne, ma voisine en a parlé, parce que toutes les tâches quotidiennes se trouvent multipliées, surtout si la personne malade les effectue. Donc la personne qui est en couple ou les enfants, tout le monde participe, les adolescents, tout le monde s'y met pour essayer de faire en sorte que la vie continue comme avant. Apporter un soutien financier, bon ça c'est certains proches, je dirais les parents pour des jeunes adultes qui sont malades, ça arrive parce que souvent il y a des chômeurs en fin de droit qui découvrent un cancer à 21 ans, ils ne sont pas installés, ils n'ont aucune indemnité journalière et là il faut bien que les parents et leurs familles arrivent à les secourir. Accomplir des soins médicaux, et ça on le voit de plus en plus, c'est lié à l'hospitalisation à domicile dont on a parlé. Donc les difficultés rencontrées par les proches, c'est l'angoisse de l'issue fatale, hein. C'est l'impact sur le moral, évidemment c'est un choc, l'annonce, on va le voir après, les répercussions sur la vie familiale, le temps consacré, l'impact sur la vie professionnelle, surtout si c'est un enfant qui est malade, les parents sont prêts à sacrifier leur vie professionnelle pour accompagner leur enfant. L'aménagement du domicile, ça c'est pour la gestion de l'après-cancer et des séquelles, et les répercussions financières, parce que c'est pas sans impacter la vie de la famille quand il y a un cancer dans une famille. Alors on va voir selon les étapes qu'on vit au cours de l'annonce, enfin, du parcours de soins en cancérologie. D'abord le dispositif d'annonce. Alors c'est un séisme pour le malade et pour toute sa famille. Tout simplement parce qu'on n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. On est comme si le plancher s'effondrait et on ne sait plus du tout comment va être la vie après et pendant la maladie et après. Donc on n'a plus de projet, tout est arrêté, tout est en stand-by. Donc il faut se reconstruire et réaménager sa vie, se réapproprier cet espace d'avenir qui n'existe plus lors de l'annonce. Et c'est un travail à faire avec les psychologues pour essayer de voir justement la vie comme elle sera après. Donc c'est un choc où l'avenir n'a plus de place et c'est une période d'incertitude qui débute. Par contre, 8 personnes malades sur 10 l'affirment, elles auraient eu plus de mal à combattre la maladie sans l'accompagnement de leurs proches. Parce que c'est évident que c'est une part importante dans le parcours de soins. Alors pendant les traitements, les aidants rencontrés, ce sont des personnes ressources. Alors elles accompagnent les malades dans les moments de doute, c'est le plus difficile parce que non seulement elles ne se situent pas dans l'avenir, mais le malade, quand il doute sur son avenir, il faut essayer de le réconforter. Et comment le réconforter? Là, les aides de tierces personnes, de psychologues, de bénévoles écoutants à la Ligue sont essentielles. Parce qu'en fait, l'un par rapport à l'autre, on va dire quand c'est des couples ou des familles, n'arrive pas à verbaliser ces moments de doute. Et c'est compliqué. Et le malade ne veut pas forcément en parler à quelqu'un qui lui est proche, sentimentalement parlant. Et le proche ne comprend pas les moments de doute de la personne malade.
Ensuite, les démarches administratives, on en a parlé, la gestion de la vie quotidienne, la gestion des effets secondaires, parce que pendant les chimios, on n'est pas bien, et il faut que le proche soit là pour éviter donc que ces effets secondaires soient mal vécus au point d'avoir le moral qui chute dans ces moments-là. Et ensuite, la surveillance des soins pendant les hospitalisations à domicile. Il faut savoir qu'une étude a été réalisée en Angleterre. Entre 2 et 4% des enfants entre 5 et 16 ans sont des proches de personnes malades sur des familles monoparentales. Et effectivement, il faut que ces enfants gèrent la vie quotidienne, mais en plus les périodes d'hospitalisation à domicile. Il faut aussi que le proche soit là, dans l'observance des traitements et des rendez-vous. On sait très bien qu'une chimio, quand elle est à une date donnée, il faut qu'elle ait lieu. Mais quand la chimio est péroce, par voie orale, il faut effectivement que la personne malade pense à prendre son comprimé quand il doit le prendre. Donc les proches ont toute une responsabilité dans l'observance des traitements. Et évidemment, c'est une personne ressource par le fait que les hospitalisations sont de moins en moins fréquentes en centre hospitalier, mais plus à domicile. Ensuite, les problèmes rencontrés par les proches, la maladie vient bousculer l'équilibre, on en a parlé. Ils sont dévoués à l'extrême, ils sont prêts à tout lâcher pour la personne malade. Ils laissent tomber leur vie sociale, leurs loisirs, parfois leur vie professionnelle. Alors c'est voulu et en même temps c'est subi. Parce qu'on est dans l'affectif avec la personne malade quand on est proche. Mais en même temps, on sacrifie tout pour lui. Et on a, quelque part, on peut déraper vers une situation où on en veut à la personne malade de cette situation. On est moralement impliqué et on se doit de l'accompagner. Mais en même temps, on lâche toute vie sociale et on se replie sur soi-même. On n'arrive plus à communiquer vers l'extérieur. Il ne s'accorde plus de temps de répit, sinon il culpabilise. Il culpabilise aussi d'être en bonne santé. Et la maladie accentue les problèmes familiaux qui existaient et qui n'existaient pas forcément bien ouvertement, mais en fait on les voit d'une façon croissante, donc qui peut aller même jusqu'à l'abandon de la personne malade. Ça peut arriver aussi. Et aussi ce qu'on peut voir, c'est notamment lors de récidives de cancer, c'est-à-dire on passe un premier cap où on accompagne, on sacrifie pas mal de choses, on est là, et après il y a une annonce de rechute. Et là, parfois, c'est l'explosion. C'est-à-dire l'accompagnant dit « j'en ai assez et je m'en vais ». Et là, il y a des situations très difficiles à gérer, des divorces, et les enfants qui sont très impliqués dans comment faire pour aider ma maman qui est toute seule, parce qu'en principe, c'est plutôt dans les statistiques, c'est plutôt les hommes qui s'en vont et les femmes qui restent. Donc, les signes de l'épuisement de l'aidant, Monique en a parlé, c'est les troubles dépressifs, l'agitation psychomotrice, c'est les troubles du sommeil, c'est les cauchemars, les réveils nocturnes, un sentiment de tristesse, de colère, un trouble de la concentration, un fléchissement scolaire pour les enfants, un trouble anxieux et l'angoisse de la mort. Alors, ce tableau clinique s'approche de la symptomatologie post-traumatique. Il faut savoir que, par exemple, on a eu une adolescente qui était en terminale. Sa maman venait d'être abandonnée par son papa, à cette adolescente, et elle voulait tout arrêter, sa scolarité, pour aller travailler, parce que des problèmes financiers inhérents sont arrivés, et pour aller travailler et subvenir aux besoins de sa maman qui ne pouvait plus travailler. Donc là, au niveau de la Ligue, on a agi par un accompagnement du lycée au niveau psychologique et un accompagnement de la Ligue pour lui dire non, ton avenir est là, on va te trouver des relais sociaux, on va te trouver des aides et tu vas pouvoir passer ton bac en premier. Alors, on a donc cette action qui a été pour les proches. En fait, c'est parti, la décision de mettre en place cette action sur notre territoire départemental, c'est parti d'une action qu'on a menée en qualité de vie d'accompagnement des personnes malades. Et ça a été le révélateur des problématiques sociales et des problématiques des aidants. Nous sommes un territoire très rural, pauvre, et donc évidemment, on a eu toute la problématique des proches. Alors, on a monté un appel à projet à l'Institut national du cancer, et ça a été une action reconnue comme innovante et financée par l'Institut national du cancer. Alors, il y a 3 axes, un accompagnement psychologique, individuel et un groupe de parole.
En sophrologie, c'est un groupe et quelques cas de personnes ne pouvant pas se déplacer, on fait un accompagnement au domicile et un accompagnement social des familles pour gérer les conséquences induites par le cancer sur les familles. Parce qu'il faut savoir que quand on a un cancer, si on est fonctionnaire, on est avantagé, mais si on n'a pas de complément de salaire sur les indemnités journalières, au bout de 6 mois d'arrêt, on passe à 50%. Et si c'est le pilier de la famille qui est malade, au bout de 6 mois, tous les problèmes arrivent. Il y a des travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans, et ne parlons pas de la MSA, les chefs d'exploitation. Alors eux, c'est la bérésina. D'ailleurs, il y a un taux de suicide très élevé à l'annonce d'un cancer chez les exploitants agricoles, et on est en complémentarité avec un partenariat avec la MSA dans ce sens, pour faire en sorte qu'il y ait une réduction des suicides, parce qu'en fait, eux, ils n'ont rien. Si c'est maladie du travail ou accident du travail, ils ont des petites indemnités très réduites, mais si c'est une maladie autre que maladie du travail, s'ils n'ont pas d'assurance privée, ils n'ont droit à rien. C'est important, et de se faire classifier en maladie professionnelle quand on peut, parce qu'on a des avantages aussi sur le montant des indemnités journalières au niveau social, et c'est pas anodin, hein, parce qu'on voit des personnes qui ont des prêts immobiliers, qui ne sont pas assurés ou pas bien assurés, et au moment de faire jouer l'assurance, ça ne fonctionne pas. Donc c'est très vite une dégringolade dans une situation de personnes, de couples ou de familles qui sont totalement équilibrées, qui sont des Français moyens, qui ne sont pas du tout des gens à risque dans la précarité, qui, par le biais du cancer, se voient arriver dans un état de précarité tel qu'ils dégringolent et ils sont obligés d'avoir leur maison est saisie. Donc il faut vraiment se faire accompagner. Et dans le dispositif d'annonce, il y a un volet social qui existe. Et parfois, ces personnes-là ne sont pas bien identifiées. Et avec la Ligue, on essaie d'alerter les services, de donner des outils, notamment qui sont faits par l'INCA. Et quand il n'y a pas d'assistance sociale sur tous les dispositifs d'annonce, comme ça devrait être le cas, on leur donne des outils pour pouvoir dépister les risques. Et tout de suite, faire un accompagnement pour, en fait, anticiper ces situations qui vont automatiquement se précariser, parce qu'au dispositif d'annonce, on est sidéré et on ne sait pas dire, par exemple, on ne sait pas identifier qu'il y a du crédit à la consommation non assuré. Ça, on ne le voit pas. Donc il faut faire automatiquement, qui que ce soit, profession libérale, chef d'entreprise, un bilan social, parce que vous n'imaginez pas le nombre de professionnels libéraux qui se trouvent dans des situations précaires à cause du cancer, et de tous les restes à charge qui sont à prendre en charge quand on est malade, on en a parlé tout à l'heure, et donc ça favorise la précarisation des familles. Alors, donc, les conséquences du cancer sur les proches, c'est une amplification des fragilités du couple et de la famille. Chaque membre de la famille redéfinit son rôle. Les enfants peuvent développer l'angoisse de l'abandon, et ce n'est pas anodin, parce qu'on voit sur des situations à long terme où les enfants des personnes qui ont été malades choisissent plutôt des carrières courtes dans leurs études. Tout simplement parce qu'ils veulent être indépendants, et ils ont toujours la peur et l'angoisse de l'abandon qui, malgré eux, les oriente vers des carrières courtes ou diplômantes à chaque niveau. C'est-à-dire ils vont choisir quelque chose où il y a un diplôme, comme ça au moins je suis en situation de gagner ma vie. Après, ils continuent, mais ils ont déjà un premier diplôme, mais c'est très construit et très révélateur de cette angoisse. Et les adolescents veulent prendre en charge des problèmes d'adultes, comme je vous ai parlé de la situation tout à l'heure. Ensuite, les demandes de prise en charge. Alors en psychologie, ils viennent en couple quand les problèmes sont trop importants. Alors c'est des situations d'urgence pour éviter la rupture. On les voit arriver sur cet axe-là et en individuel. Les proches en difficulté nous amènent les malades. Quand il y a rupture de la communication, on voit arriver le conjoint qui nous amène la personne malade pour qu'on accompagne la personne malade. Parce que le proche et la personne malade, c'est un binôme actif. C'est-à-dire quand la personne malade va bien, le proche va bien. Quand la personne malade va mal, le proche va mal. Et donc, quand il y a une situation ingérable, eh ben, le proche en difficulté nous amène la personne pour la faire accompagner par les soins de support de qualité de vie et lui donner, dans ces temps de prise en charge, un moment de répit. Parce qu'on a les deux axes qui sont là. On a d'une part l'accompagnement des proches
Et toujours l'accompagnement des malades en sophrologie, psychologie, diététique, activité physique adaptée. Et après, on leur propose très vite des ateliers pour les resociabiliser, leur donner du lien social. Et cette resociabilisation de la personne malade, même en cours de traitement, c'est au lieu de les isoler, on les resociabilise et ça permet d'avoir un état plus serein, de pouvoir partager avec d'autres personnes. Et en cela, le proche est plus rassuré parce qu'il a une joie de vivre qui est meilleure, il se sent rassuré par le partage d'expériences avec des personnes qui ont vécu la même chose dans les groupes de parole, dans les groupes de sophrologie, voilà, donc que l'on propose. Ensuite, les enfants et adolescents en difficulté viennent également, et certains viennent après le décès, ça c'est clair, et le groupe de parole en psychologie ne fonctionne pas parce que le proche ne s'avoue pas en situation de fragilité par rapport, il ne se l'autorise pas et il ne veut pas venir dans un groupe de parole. Alors, en sophrologie, on l'a développé, on en fait un par semaine, et là, les gens viennent pour chercher des techniques, pour gérer leur stress, pour avoir un moment de répit, et le moment de partage se fait en excluant le sujet du cancer. Ils retissent du lien social avec des personnes qui vivent la même chose, mais sans partager sur les personnes malades. L'accompagnement social, alors comme on a parlé, ça évite la précarisation des familles, c'est la gestion des aides à domicile pour soulager les aidants, c'est la connaissance des dispositifs existants, c'est-à-dire congé de soutien familial, accompagnement de fin de vie et la scolarité des enfants. Parce que quand un enfant est malade, il faut maintenir sa scolarité et c'est un vecteur disons, de soulagement du proche, de savoir que l'enfant va pouvoir continuer ses études. Donc on met en place, avec des associations et l'académie, des relais. Et ensuite, il y a l'après-cancer. Alors le proche peut rencontrer des difficultés dans l'acceptation des séquelles aussi. Donc il faut que le malade les accepte, première des choses, et que l'accompagnant, le proche, les accepte aussi. Donc il y a un travail sur le couple et à faire, parce que ça c'est plutôt une histoire de couple, je dirais. Ensuite, c'est les problèmes sociaux qui ont été dus au cancer accentuent le phénomène, parce qu'ils n'en peuvent plus de ne pas s'en sortir. Et la reprise d'une activité professionnelle ou sociale, ou dans une association, parce qu'on a des anciens malades qui nous rejoignent, ça soulage le mental des proches, ça les rassure. Donc l'accompagnement des proches reste insuffisant aujourd'hui et devrait être réalisé pendant tout le parcours de soins et même dans l'après-cancer. Et c'est préconisé donc dans le plan cancer. Le plan cancer 3 qui a été quand même pas mal porté par les associations qui luttent et qui œuvrent, et la Ligue particulièrement, notre présidente, le professeur Jacqueline Godet, a rencontré François Hollande. Et donc c'est l'action 7-10 donc du plan cancer 3 qui prévoit d'outiller les professionnels de santé pour un repérage des problématiques des proches, et c'est ce qui est fait dans le service où travaille Monique. Et sur le plan psychologique aussi un accompagnement qui sera fait en fait pour tout enfant malade atteint de cancer. Donc ça va être mis en œuvre normalement. Et ensuite, donc, la Ligue contre le cancer donc, a édité un livre qui vient de sortir, c'est Les proches, ces autres victimes du cancer. J'ai participé au comité de lecture. C'est donc des petits articles de personnes qui sont dans le milieu du cancer et des proches du cancer, comme Jean-Daniel Fézaquier, des sociologues comme Serge Guérin. Enfin, il y a plusieurs, c'est des petits essais, disons, qui montrent la problématique des proches, et on peut dire que ce sont des victimes également, mais qui ne sont pas reconnues. Et donc, le professeur Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer, a écrit ce mot-là, puisque le rôle des proches est incontournable et unanimement reconnu. Depuis l'annonce de la maladie et pendant toute la durée des traitements, ils ont en retour le droit, eux aussi, à un véritable soutien. La formation des professionnels de santé est ainsi un enjeu majeur pour prendre en compte tous les facteurs qui peuvent aider les malades dans leur parcours contre le cancer, notamment l'écoute et la délivrance d'informations utiles aux proches. Voilà, je vous remercie.